pense que tu ne l'ignores pas, cher spectateur. Des fois, on se dit qu'il y a une idée et que ça pourrait être cool si c'était bien fait. Ça, c'est dans la tête. Parce que généralement, lorsqu'on exécute cette idée ensuite, ça ne marche pas toujours. Et c'est de ce bel exemple-là que l'on va parler aujourd'hui. Bonjour à toi, cher spectateur. Bon, là clairement on a du gratiné aujourd'hui sur le coude, parce que je vais pas vous offrir n'importe quoi. J'ai décidé de rechercher 5 films qui, sur le papier, auraient vraiment dû être bons. C'est-à-dire que lorsqu'on entend la proposition, lorsqu'on entend les acteurs, lorsqu'on entend le pitch, lorsqu'on entend la forme, lorsqu'on entend l'idée, on se dit « Tiens, ça peut être cool ». Et puis ensuite il y a l'exécution. Et là l'exécution c'est généralement beaucoup plus hasardeux. Et là, pour le coup, on est sur 5 films où l'exécution, même si elle est pétrie de bonnes intentions, ça marche pas complètement. Et c'est dommage parce que vraiment, les longs métrages que je vous ai sélectionnés aujourd'hui, sur le papier, auraient pu vraiment être de jolies petites perles, ou en tout cas, si ce n'est de jolies petites perles, des propositions de cinéma qui auraient pu être bonnes, qui auraient même dû être bonnes. Ce qui est peut-être le pire dans le genre, parce que pu, il y a une promesse, dû, il n'y a même plus de promesse. Tu sais que ça va être bon. Et c'est pas le cas. Donc je vous propose 5 films qui auraient pu être bons. Le premier film dont on va parler, comment dire? Lorsqu'il a été annoncé, il y a plein de gens qui ont eu des relents. Un film de Michael Mann sorti dans les années 90, qui avait été un gros carton, qui avait imposé un style de cinéma et surtout un duo qui était enfin réuni face à face à l'écran après avoir été dans plusieurs films un peu opposés, mais enfin, ils étaient là face à l'autre. Robert De Niro, Al Pacino, La loi et l'ordre de John Avnet. Sur le papier, ça aurait dû être trop bien. Je veux dire, vous mettez enfin Robert De Niro et Al Pacino en duo dans un moment de cinéma où ils ont vraiment un temps d'écran quasi équivalent et où surtout on les voit régulièrement ensemble à l'image. Ça pète. John Avnet étant un producteur qui est plutôt réputé et qui honnêtement pouvait proposer quelque chose de cool. Mais là, vous avez entendu le souci. C'est que John Avnet, avant d'être un réalisateur, c'est un producteur. Donc il a réfléchi en tant que producteur. Et en tant que producteur, c'est clairement très vendeur de dire tu vas avoir un polar noir avec des histoires de flics, de corruption et de manipulation avec Robert De Niro et Al Pacino et derrière un petit casting de second rôle qui peuvent vraiment avoir quelque chose de très cool. Bah ça suffit pas à faire un bon film. Et La loi et l'ordre est clairement parmi les films qui ont le plus déçu depuis le début des années 2000. Parce que je dis pas que le long métrage devait être une promesse de cinéma complètement folle, je dis pas que le film aurait dû s'imposer comme un moment de cinéma de tension qui aurait dû profondément marquer le spectateur. Je dis pas non plus que le long métrage devait être un moment à la Seven. Ça devait juste être la réunion parfaite de Robert De Niro et Al Pacino à l'écran dans un petit polar de série B qui aurait juste exploité un certain style de cinéma, point. Bah, ça n'a même pas réussi à faire ça. Et La loi et l'ordre a beau avoir une musique qui déboîte et une introduction qui donne vraiment envie de voir ce que ça peut donner, on a plus l'impression de voir un épisode de New York Unité criminelle très mal réalisé et très mal écrit que réellement un grand moment de cinéma. Ce qui encore une fois est très frustrant parce que je le répète, sur le papier, ce film aurait réellement dû se poser comme un vrai et pur moment de cinéma en or massif où on aurait revu à l'écran un duo iconique. À la place, c'est une énorme plantade, c'est un pétard mouillé et ça fait un peu mal au cœur. Le deuxième film dont on va parler, lorsqu'il a été annoncé, je me rappelle que vraiment, on s'est dit que pourquoi pas, l'idée pouvait vraiment être cool. On était sur un film de SF avec quasiment 2 acteurs presque uniquement à l'écran, un autre se rajoutant mais vraiment réellement 2, avec un pitch plutôt accrocheur, avec une forme plutôt cool, avec un réalisateur qui avait quand même pas mal le vent en poupe à l'époque, Morten Tildum, mais Passengers. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc je vais pas forcément trop en rajouter, mais Passengers, c'est pas bien. C'est pas parce qu'on met Chris Pratt et Jennifer Lawrence, c'est pas parce qu'ils sont le vent en poupe à ce moment-là, parce que l'un cartonne avec les Gardiens de la Galaxie et l'autre marche super bien avec la saga Hunger Games et tout son travail avec David O. Russell.
C'est pas parce qu'on a un pitch qui peut être cool que ça marche, parce que Jon Spaihts, encore une fois, je pense qu'on lui a mis beaucoup de poids sur les épaules, mais Jon Spaihts, à la base, c'est pas un grand réalisateur, ni encore moins un grand scénariste. Scénariste, on compte parmi ses plus grands projets The Darkest Tower et Prometheus. Et Morten Tildum, c'est un cinéaste que je trouvais intéressant sur le papier, parce que réellement, avec son travail par le passé, avec ce qu'il avait réussi à faire dans le genre horrifique et aussi du polar, on pouvait se dire, tiens, il s'essaye à la SF, pourquoi pas, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ça l'est pas. Le film est vraiment une catastrophe abyssale, surtout du côté du scénario, la mise en scène étant plutôt inspirée, mais pas avec des grands moments de brio, si ce n'est peut-être une scène de piscine en gravité zéro qui tient à peu près la route, mais sinon le reste du temps, c'est filmé de façon très lisse et très plate, et ça manque d'identité, ça manque de cachet. Et Chris Pratt et Jennifer Lawrence démontrent qu'ils sont des bons acteurs, mais que c'est très difficile de porter un film uniquement sur 2 épaules pendant quasiment 2 heures. C'est hyper compliqué, il y a très peu d'acteurs qui peuvent se targuer de réussir à pleinement porter un long métrage sur un tel laps de temps tout seul sur leurs épaules. Et les deux, malheureusement, ils n'y arrivent pas complètement. Ce qui fait que Passengers reste ce genre de film où on aurait pu se dire « Tiens, c'est une proposition cool et intéressante ». Et au bout du compte, selon moi, ça reste un moment de cinéma qui est très hasardeux, qui est bancal, qui est maladroit et qui tient pas la route, tout simplement. Le troisième film dont on va parler est devenu presque un running gag dans la carrière de son acteur, parce que sur le papier, ça aurait dû tout de suite l'incarner comme étant une figure de la pop culture marquante. À la place, ça l'a un peu transformé en mème. Et le long métrage a démontré surtout qu'il y avait une forme d'incompréhension de la part de DC Comics et de la Warner à ce moment-là sur comment construire un vrai film de super-héros et pas juste des ersatz de Superman sonnant comme un peu bancal et pas du tout passionnant. Parce que sur le papier, vous prenez Ryan Reynolds, qui à l'époque était surtout connu pour des comédies mais avait une belle carrière devant lui. Vous prenez Martin Campbell, qui à l'époque avait encore bien le vent en poupe puisqu'il sortait du succès de Casino Royale et où on pouvait se dire tiens, il a encore la pêche, ce réalisateur britannique. Et vous prenez Green Lantern. Et à partir de là, je pense que j'ai pas trop besoin de vous en dire plus, parce que Green Lantern, au fil du temps, s'est un peu vu endosser le rôle de la grosse blague de la Warner. Et même Ryan Reynolds en déconne beaucoup en y faisant des échos dans Deadpool. À partir de là, je pense qu'il y a un côté un peu assumé que le projet n'était pas voué à être une foirade, mais n'avait pas les épaules pour réussir à être le moment de cinéma que l'on aurait pu ou dû attendre de la part d'un tel réalisateur et d'un tel acteur. C'est un film qui a un petit côté bonbon réconfortant, c'est-à-dire que c'est un peu le trip nostalgique où on voit que c'est ringard, on voit que c'est nul, mais on se marre bien et on passe pas un si mauvais moment que ça. Le souci étant surtout que le long métrage est très laid. C'est-à-dire que les effets sur Green Lantern sont assumés d'avoir un côté, je ne saurais pas dire symbiose, c'est-à-dire que vraiment c'est sur le corps des personnages, c'est pas un réel costume, mais je pense que c'est peut-être l'une des pires idées qui ait pu être concevoir. Je pense que ça aurait été plus intelligent de concevoir un vrai costume pour que ça ait l'air moins ridicule et moins chelou. Alors ouais, ça reste vraiment bizarre, ça, petits effets flashy, enfin, c'est un peu mal aux yeux quand on le revoit. Je me mets vraiment dans la tête de quelqu'un qui découvrirait par hasard Green Lantern aujourd'hui et qui verrait le costume. Honnêtement, je pense qu'il y a des chances que dès le moment où il y a la transformation de Ryan Reynolds, on ait envie de zapper ou d'éteindre, parce que c'est pas beau. Et après, les scènes d'action sont pas trop mal filmées, mais honnêtement, de la part de Martin Campbell, j'en attendais pas moins. Mais ouais, le reste du film est assez hasardeux, laisse un peu dubitatif, et je sais pas trop ce qu'il voulait faire par la suite, mais voilà. Et le méchant est vraiment ridicule. Le méchant qui a une tête qui grossit et qui a des veines qui ressortent. C'est pas beau. Je ne vois pas comment mieux vous résumer ce film. C'est pas beau. En fait, c'est un film qui avait un joli potentiel, mais qui a été utilisé pour faire un film laid. Je pense vraiment qu'on peut parler de laideur ici. Ce qui est dommage, mais voilà. Le quatrième film dont on va parler, là pour le coup, on est vraiment sur l'exemple de ça aurait pu être bon s'il n'y avait pas eu des déboires de production. Et là, pour le coup, on ne parle pas de petits déboires de production, on parle vraiment de la catastrophe économique et créative par des exécutifs qui ont voulu prendre trop la main sur le projet, jusqu'à quand même foutre le réalisateur en tôle. Pas à cause directement du film, mais un petit peu quand même. Parce que oui, on va parler de Rollerball de John McTiernan.
Un projet qui, sur le papier, se posait vraiment comme une idée intéressante, et je reste persuadé que quelque part dans les cartons de Charles Roven, il doit y avoir un film qui peut être très cool, genre vraiment un très bon film. À la place, on a Rollerball, avec Chris Klein, avec Lady Love Cool James, avec notre Jean Reno national qui... Vodka! Et à la limite du ridicule, et... Ouais, Rollerball. Le Rollerball, vraiment, je pense que sur le papier, vous prenez la version que devait avoir tourné John McTiernan et ce qu'il avait en tête, ça peut être un très bon thriller de SF, un peu déjanté et un peu punk, avec un petit aspect politique pleinement assumé, et des images qui avaient vraiment de quoi marquer l'esprit du spectateur, je pense. À la place, vous avez ce truc. Je ne sais pas comment mieux vous le résumer, et ça me fait un peu de la peine de le dire comme ça, mais vous avez ce truc. Cet objet cinématographique bancal, maladroit et mal exécuté, qui donne plus froid dans le dos que réellement nous passionne. Ce qui est encore une fois très décevant, parce qu'honnêtement, je reste persuadé que le film aurait pu être très bon s'il avait vraiment été dirigé par John McTiernan jusqu'à la fin. Mais à la place, voilà, vous avez un énième film d'action du début des années 2000 qui sonne comme lourd, qui sonne comme poussif, qui sonne comme ridicule. En fait, on est typiquement sur l'exemple de la série B, qui est devenue une série Z. C'est-à-dire que vraiment, ça aurait pu être une bonne série B, exploitant certaines thématiques ou certains aspects d'un genre qui aurait pu donner lieu à un moment de cinéma divertissant et pas forcément sans trop de profondeur, mais avec juste ce qu'il faut pour faire tenir l'attention du spectateur. Et à la place, vous avez vraiment un film qui est hallucinant de non-maîtrise, de composition, et qui est un exercice de montage qui, je trouve, est assez magnifique à voir. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le gars a pris son clavier, qu'il a mis sa tête dessus et qu'il s'est mis à rouler. Vous voyez, le même du joueur du grenier avec le clavier souple, où genre vraiment on peut foirer le code dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il s'est passé ça en fait avec le montage de ce film, et c'est waouh! Ça fait presque mal aux yeux. Hein. Karim Debache l'a déjà bien redit, mais ça fait presque mal aux yeux de voir à quel point ce projet aurait pu être bon, mais ne l'est clairement pas. Et en plus, à cause de ça, John McTiernan est en prison. Heureusement, il est sorti depuis. Et j'espère qu'il reviendra au cinéma avec un peu plus de liberté. Et pas avec Charles Roven en tant que producteur. Et le dernier film dont on va parler, alors là... Là, on est sur un film qui avait un joli petit potentiel et qui n'en a rien utilisé. Je vais pas vous cacher plus longtemps quel film il s'agit, parce que je pense que même en vous donnant des indices, vous ne trouveriez pas. Fleuve Noir d'Eric Zonka. C'est l'une des séances les plus catastrophiques que j'ai eues de ma vie. Je pensais vraiment voir un bon petit polar à la française, très simple mais efficace. J'ai eu un turbo nanar du futur, dopé avec des acteurs qui sont en roue libre et qui sont d'une bêtise impressionnante. J'ai vraiment halluciné. Alors je vous invite à regarder, parce qu'il existe des compilations sur YouTube de Romain Duris dans Fleuve Noir. Waouh! Et ça n'est que la surface, parce qu'à côté vous avez en plus Vincent Cassel qui est complètement paumé et qui joue un espèce de flic dopé à l'alcool, qui cherche même pas à être un minimum crédible, qui cherche juste à faire « je suis bourré, je suis n'importe quoi, j'engueule tout le monde, et puis toi te faire foutre ». C'est ça pendant 2 heures. Je sais pas ce qu'a voulu faire Eric Zonka avec ce film. Et encore aujourd'hui, j'arrive vraiment pas à m'expliquer à quel moment il a pu se dire « ouais, ça marche ». Non, ça marche pas. Fleuve Noir, c'est hallucinant. Et sur le papier, je fais partie de ces gens qui quand même avaient envie de voir le film. Parce que je me suis dit, ah tiens, l'affiche elle est stylée, c'est Romain Duris, Vincent Cassel, en plus il y a un joli petit casting secondaire qui peut bien fonctionner. Eric Zonka, c'est pas un grand cinéaste, mais il a l'air d'avoir fait des petits films avant qui peuvent être cool. Il y a l'air d'y avoir une ambiance, ça a l'air d'être noir, on dirait un peu un polar nordique avec des histoires de manipulation et tout. Ça peut être vraiment bien. Waouh! Vous passez de ça, et vous savez, vous avez un petit escalier qui vous permet de descendre en enfer. L'escalier, je l'ai passé en faisant des roulades dedans et en me faisant mal aux épaules jusqu'à la fin. C'était long, dur, pas prenant. Et je crois qu'en plus de mémoire, j'étais tout seul dans la salle. Ah bah je me suis marré hein, au moins. Ah, l'avantage, c'est que vraiment, j'ai rigolé. Hein. Waouh! J'ai passé une super séance. Hein. Mais pas dans le bon sens du terme. Mais j'ai passé une super séance. Hein. Je me suis éclaté et je me suis vraiment tapé des barres. Mais
Ouais, je sais vraiment pas ce qu'Eric Zanka a voulu faire avec ce film, mais chapeau. Chapeau monsieur, parce que je pense sans le faire exprès. Parce que quand on regarde les interviews, c'est impressionnant, il a l'air d'être très sérieux. Hein. Il est vraiment persuadé d'avoir fait le polar le plus noir et glauque depuis très longtemps en France, d'avoir vraiment un truc qui se rapproche de contre-enquête avec Jean Dujardin. Non. Non, tu te rapproches plus de... je sais pas quoi en fait. D'un roman noir des années 50 écrit par un gars qui serait complètement bourré et qui aura envie de rigoler un bon coup et qui se serait dit vas-y je vais écrire. Ouais, je pense qu'on est plus proche de ça. Et ben voilà. 5 films qui auraient pu être bons, mais qui ne le sont pas. Bon, il y a quand même des sacrés perles là, que je vous ai sortis. Encore une fois, Fleuve Noir me fait mourir de rire, Green Lantern. Oui, voilà. Et La Loi et l'Ordre... Wow. La Loi et l'Ordre, ça me fout encore des frissons, tellement je pense qu'ils se sont plantés alors que ça aurait pu être cool. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voyez également d'autres films qui auraient pu être bons et qui ne le sont pas devenus. Il y en a plein. Hein. Et puis encore une fois, c'est hyper subjectif. Hein. C'est-à-dire que ça se trouve, il y en a plein parmi vous qui vont venir me voir et qui vont me dire « Ah non, mais Green Lantern, te rends pas compte, c'est vachement bien et divertissant. Oh, le Rollerball, quand même, malgré les maladresses, on passe un moment fun. Oh, Fleuve Noir, t'es vache, c'est pas si horrible que ça. » Si, c'est si horrible que ça, Fleuve Noir. J'en reste persuadé. Et vous ne me ferez pas changer d'avis. Mais n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine fois pour continuer à parler de cinéma et se retrouver ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Bon allez, je vais autant me bourrer la gueule Vincent Cassel dans Fleuve Noir pour oublier ce film. Punaise, le fait de faire cette vidéo m'a rappelé le souvenir de ce long métrage. J'aurais préféré ne pas m'en souvenir.